Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal de 19h sur la CRTV. Good evening, Hugues. Good evening, and in the headlines, the over 7 million Cameroonians are expected to report on Sunday to pick the country's president for the next 7 years. LA Camry assures its readiness to oversee the entire electoral process, and President Biya relieves the pains of the Ezeka train disaster victims with an assistance worth over $1 billion CFA francs. The money has been handed over to the victims here only today. And high school across the country adopt new punishments for recalcitrant students as they all shy away from the dehumanizing corporal punishment. Those are the headlines, and this is the bilingual news on CRTV with me, Ikundi, and I am in the company of Romuald Chisse Ngok. Good evening. Once more. Et d'abord, des nouvelles du Palais de l'Unité avec cette audience de la présidente internationale du Lions Club. Elle a été reçue hier, mardi, au nom du chef de l'État, par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Gudrun Ying Vadotir se félicite de la bonne collaboration entre son organisation et le Cameroun en matière d'assistance aux nécessiteux. Yves-Marc Medzo. Madame Gudrun Yesh-Vadotir, présidente internationale du Lions Club International. C'est une forte délégation du Lions Club International, présentée comme la plus grande organisation de club service dans le monde, qui a été reçue en audience au nom du chef de l'État par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Conduite par sa présidente internationale, Gudrun Ying-Vadotir, la dite délégation est venue avec les autorités camerounaises évaluer les actions menées dans notre pays dans les domaines tels que la santé et les affaires sociales et voir avec elles les possibilités d'en assurer l'expansion. Face à la presse, la présidente internationale de l'organisation, en poste depuis seulement 4 mois, s'est félicitée de la bonne collaboration qui existe entre le Cameroun et cette organisation. À présent, ces correspondances du président de la République, des télégrammes officiels précisément, avant de continuer le journal. Le président de la République du Cameroun qui écrit à son Excellence Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, à Berlin. Monsieur le Président, il me plaît de vous adresser à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays le 3 octobre mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de bien-être pour le peuple allemand ami. Je saisis cette occasion solennelle pour vous réitérer ma volonté d'œuvrer avec vous au réconfort continu des fructueuses et séculaires relations d'amitié et de coopération qui existent entre l'Allemagne et le Cameroun. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. Cet autre télégramme officiel du président de la République adressé à son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée à Conakry. Monsieur le Président et chers frères, la commémoration de la fête nationale de la République de Guinée le 2 octobre m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de paix et de prospérité pour le peuple guinéen. Puissent nos efforts conjugués contribuer toujours davantage au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Et c'est signé de Paul Biya. Ces derniers télégrammes officiels du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Moon Jae-in, président de la République de Corée. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays le 3 octobre m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de bonheur pour la nation coréenne. J'émets le souhait en cette circonstance solennelle de voir, grâce à notre impulsion commune, nos pays promouvoir toujours davantage leurs fructueuses relations d'amitié et de coopération. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya.
Dans la suite du journal, réconfort et élan du cœur de la nation en direction des victimes de l'accident de train survenu à Ezeka il y a 2 ans. Le chef de l'État vient d'ordonner le déblocage d'1 milliard de francs CFA au titre des indemnisations. Les premiers bénéficiaires ont reçu l'échec ce mercredi à l'immeuble Étoile. Des sommes remises par le ministre secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda. Les détails dans ce reportage de Laurentine Bokono. Forte émotion dans les services du Premier ministre ce matin. Dans les registres du gouvernement ouverts aussitôt après l'accident ferroviaire d'Ezeka, près de 1000 personnes recensées, soit comme victimes ayant subi un préjudice physique, soit des ayants droit des personnes décédées, ou alors des ayants droit des personnes disparues. À l'auditorium des services du Premier ministre ce mercredi 3 octobre, le secrétaire général Séraphin Magloire Fouda a remis pour cette première vague 60 chèques aux ayants droit des personnes décédées et 4 chèques aux ayants droit des personnes disparues, venus prendre part à cette cérémonie, objet de l'assistance supplémentaire promise par le chef de l'État. Malgré la forte douleur ressentie et les profondes plaies ouvertes par cette tragédie, le geste présidentiel produit chez les bénéficiaires l'effet apaisant de Boumoncoeur en dépit des larmes qui ne cessent de couler. On ne peut pas remplacer ma fille, ma première fille, avec sa première grossesse. Mais je remercie encore le Seigneur parce que j'ai pu enterrer tous ces corps. Je remercie aussi tout ce que l'État fait pour essayer de nous consoler et nous soulager. Je n'accepte pas la mort de ma femme. Je suis catégorique là-dessus. Je l'accepterai le jour où je verrai son corps. Il n'y a pas de problème. Comme toute personne, je m'en remettrai à ce jour-là. À titre de rappel, en plus de la somme d'1 milliard de francs CFA, le président de la République avait prescrit plusieurs autres séries de mesures, à savoir la gratuité des soins aux victimes de l'accident, une journée de deuil national observée le 24 octobre 2016 et l'érection d'une stèle à Ezeka en souvenir des victimes de cette catastrophe sans précédent dans notre pays. Ce train de mesures participe de l'élan de solidarité nationale qui a traversé les cœurs brisés des Camerounais en général et celui du chef de l'État en particulier. À présent, ces assurances Elections Cameroun au sujet du scrutin présidentiel de dimanche prochain. Tout est prêt s'agissant de l'organisation et le vote devrait se dérouler sans problème matériel dans les 10 régions du Cameroun. Et l'ECAM a fait le point au cours d'une session de plein droit ce jour à Yaoundé. Éric Benjamin Lamère. À situation spéciale, mesure spéciale. C'est ce que s'apprête à faire l'ECAM dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour assurer un bon déroulement du scrutin. Des centres de vote ont été créés et des négociations engagées avec les partis politiques pour l'acheminement des électeurs de leur domicile vers les 10 centres. Il y aura élection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans tous les arrondissements de la région du nord, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et pratiquement dans tout le pays. Les mesures sécuritaires ont été prises. Il y aura effectivement la protection des hommes et des biens et le matériel électoral. Jusqu'à présent, aucune carte n'a été enregistrée. On aura aussi appris que 95% des cartes d'électeurs ont été retirées et tout le matériel dispatché, y compris vers les bureaux de vote de la diaspora. Tout le matériel est dans les régions et dans les arrondissements. Nous sommes pratiquement à 95%. Nous avons ces petits défis dans certains endroits où la pluviométrie et les problèmes de sécurité nous imposent de porter le matériel. L'élection Cameroun est prête sur toute la ligne et nous n'attendons que le jour J. À l'issue de cette dernière session du plein droit du Conseil électoral, les membres vont se déployer dès ce jeudi dans les 10 régions. Ce sont près de 6 500 000 électeurs qui sont attendus dans le bureau de vote ce dimanche. Et pour être tout à fait complet sur l'organisation, j'ajoute que l'ECAM a également publié le fichier électoral actualisé et c'est plus de 6,5 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes dans près de 25 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Les précisions de Séverin Legambélé. Inscrits par région au 1er octobre 2018 sont bien connus.
De la présentation graphique des chiffres, on retient que seuls 600 598 533 électeurs sont admis à participer au scrutin présidentiel de ce dimanche. Évidemment, on est en deçà des 7 millions d'électeurs enregistrés à l'intérieur du territoire national à l'occasion de la présidentielle d'octobre 2011. La région du Centre vient en tête avec 1 150 821 électeurs, suivi de l'extrême nord 1 125 000. Dans les représentations diplomatiques et postes consulaires, on recense 19 300 personnes enrôlées. Elles devront exercer leur devoir de citoyens dans 65 bureaux de vote, dont 41 sur le continent africain, 4 aux Amériques, 6 en Asie et 15 en Europe. Sur la parité hommes-femmes, on se rend bien compte que le nombre de femmes enrôlées, 3 108 453, se rapproche de celui des hommes, soit 3 490 100 électeurs. Les modalités du vote font appel à la fois aux électeurs, acteurs premiers du processus devant conduire au choix du nouveau président de la République, aux scrutateurs et à la famille des observateurs nationaux et internationaux. Du beau monde pour garantir l'organisation d'une élection transparente dont les résultats seront probablement acceptés par tous. Et il faut dire, pendant que se poursuit la campagne électorale, que les enjeux de cette élection sont importants. Et nous avons l'occasion et le plaisir de recevoir pour en parler le professeur Justine Difo-Twinkam, qui est professeur des sciences politiques et par ailleurs présidente de More Women's in Politics. Professeur, ai-je indiqué un titre qui n'est pas exact? Oui, un petit lapsus. Je suis professeur de droit des affaires. De droit des affaires. Droit international économique. Tout à fait. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Alors, nous ne parlerons pas vraiment de droit des affaires, mais plutôt de politique et de cette élection. D'abord, votre avis sur le déroulement de cette campagne, du point de vue de plusieurs observateurs. C'est une campagne qui est relevée et qui montre que le processus démocratique du Cameroun franchit un tournant décisif. Justement, c'est un scrutin pas comme les autres. Sérieusement, nous l'avons observé. Les candidats sont tous engagés, je vous assure, tous engagés, rivalisent d'adresse, rivalisent d'ingéniosité et voilà, on se rend bien compte sur le terrain. Si c'était une ère de jeu de football, on dirait qu'ils mouillent vraiment le maillot entre stratégie de conquête de l'électeur par le travail de proximité qu'a développé certains partis politiques et les foules qu'on mobilise. Et on a également observé que certains candidats conjuguent les deux, c'est-à-dire mobilisation des foules, meeting dans les stades et dans des espaces ouverts et en même temps travail de proximité dans des marchés, dans des maisons et retrouve, c'est ce qu'on appelle en stratégie de mobilisation sociale, la stratégie, la sensibilisation outreach, c'est-à-dire qu'ils retrouvent les candidats, les électeurs potentiels là où ils se trouvent. Ils ne font pas d'efforts, l'électeur ne fait pas d'efforts pour aller vers le candidat, mais c'est lui qui le retrouve là où il est pour être sûr qu'il a gagné cet électorat et c'est très important. En résumé, pour vous, nous sommes montés d'un cran. De plusieurs crans. Je vous assure, je n'ai jamais vu campagne électorale si animée, de façon si dynamique. Et si bien que parfois je me suis dit, mais mon Dieu, il y a même des groupes WhatsApp qui battent campagne et qui rivalisent, j'allais dire, de juste, et qui vont même dans des provocations et tout, plus que des candidats, hein, ça se joue dans les gradins. Il y en a qui ont chanté, ça se joue plus dans les gradins que sur les stades. Et puis, sérieusement, l'enjeu est énorme, il y a beaucoup de défis, et justement, dans certains endroits, on s'est demandé si après le 7, certains vont se parler. Parce que justement, je n'ai jamais vu ça de toutes les façons. Ils prennent la chose au sérieux. Parlant justement des médias sociaux et de leur rôle dans cette campagne et même du discours qui est tenu à la fois lors du meeting et dans ces médias, on a l'impression que certains candidats ne sont pas prêts à accepter le résultat des urnes. Bon, ne leur prêtons pas d'emblée cette intention, quoique. Parce que lorsque nous voyons justement certains meetings
c'est un meeting très ouvert qui mobilise les foules et notamment les jeunes. On a le sentiment que, ma foi, il y en a qui risquent de violer même la loi, soit en s'autoproclamant, soit en se fiant aux sondages et aux tendances. Les journalistes ont le droit de faire des tendances, de proclamer, de diffuser ce qui tient lieu de tendance, mais ça reste, ça n'a qu'une valeur de tendance, même les sondages. Ça, c'est ce que prévoit la loi. La loi dit, oui, la loi dit de faire attention aux tendances et aux sondages, et même, je vais dire, convoquer ici le code de bonne conduite qui a été adopté en 2011 déjà, et qui vient d'être revisité le 6 septembre dernier à l'invitation d'Elections Cameroun, dans le cadre de la concertation. Elle aussi, cette concertation est prévue par le code électoral. Mais cette charte de bonne conduite est un document qu'on pourrait appeler en droit juste un gentleman agreement. Mais ce gentleman agreement, justement, a utilisé des mots forts pour dire que les candidats s'engagent, n'est-ce pas, à ne pas faire diffuser des tendances et des sondages qui pourraient nuire à la cohésion nationale et qui pourrait inciter à la révolte. J'ai mon document, je ne suis pas venu lire, qui pourrait créer la violence sous toutes ses formes. C'est écrit dans les dispositions générales de ce code de bonne conduite qui a été adopté en 2011 et qui a même inspiré le code électoral de 2012. Et dans ce code électoral qui met en base le cadre juridique légal, n'est-ce pas, et qui met en ce cadre des élections, les candidats, j'ai le sentiment que certains candidats oublient justement que à côté du code électoral, il y a le code pénal. Et justement, parce que le code pénal alors, le code pénal a son article en matière de proclamation des résultats, évidemment, a son article 123 titré corruption. Je vais même d'ailleurs aller plus loin. Il s'agit là des atteintes à la Constitution. Le chapitre 2 de ce titre 3 parle des atteintes à la Constitution. Et tout de suite après, on a la section 1 qui parle des délits électoraux. J'ai le sentiment qu'il y en a qui s'en tiennent au code électoral, mais il y a des comportements qui, ma foi, pour le commun des mortels, peut être considéré comme un simple slogan, un comportement, un acte pour séduire et capturer l'électorat, que non. Il faut bien faire attention parce que à l'article 123, je disais, il y a les violences en matière électorale et qui sont punies par la loi. Et pour ne pas lire mon texte, ces violences sont sanctionnées par un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 10 000 francs à 100 000 ou de l'une de ces amendes lorsqu'il s'agit, et voilà une caricature de ces actes, ce sont des attroupements, des clameurs ou démonstrations menaçantes, n'est-ce pas le jour de l'élection. Oui, non, ça c'est pas le jour de l'élection. Oui, ça c'est des troubles aussi pendant les opérations électorales. Mais il y a des actes qu'on pourrait poser même pendant la campagne électorale. Comme appeler, j'ai vu certains artistes. Vous savez qu'on est emporté par les chants, par la musique. On peut véhiculer des choses qui pourraient inciter à la rébellion sans qu'on s'en rende compte. Lorsqu'on dit nous n'avons plus peur de la mort, c'est la révolution a commencé, chanter, la révolution a commencé, nous n'avons plus peur de la mort, et on chante quoi encore, Biya a tué, il va tuer, il continue de tuer, bref, je me dis, mais mon Dieu, en tout cas, personne ne tuera, je saisis cette opportunité pour appeler quand même à un peu plus de pondérance, un peu plus de pondération, un peu plus de mesure dans les propos. Et je n'avais pas fini. Il n'y a que le port d'armes en période électorale. Le port d'armes, c'est l'article 123 alinéa 1er qui dit ceci, interdit d'entrer dans des bureaux de vote. Voilà, la peine d'emprisonnement peut être portée à 4 mois et l'amende à 500 000 si l'arme est cachée. L'alinéa 1er donne une certaine qualification de l'infraction lorsque le port d'armes est apparent. Mais lorsqu'il est caché, alors là, la peine est surdosée, si vous acceptez cette expression. Donc nous sommes là pour appeler la conscience citoyenne des candidats et des électeurs. Parce que, souvenez-vous, et je vais même le rappeler, la Constitution le dit, des candidats et des électeurs à
savoir raison garder dans la mesure où l'article 3 de notre Constitution, j'ai parlé tout à l'heure des atteintes à la Constitution, l'article 3 de la Constitution dit que les partis politiques doivent respecter les principes de démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Et nous savons tous que la paix et la cohésion sociale sont les socles de cette unité nationale. Alors, s'il y a des actes ou des comportements qui risquent de menacer justement cette cohésion sociale, nous avons du mal à croire que nous soyons toujours dans la légalité. Professeur, avant de terminer, je voudrais vous réécouter sur le rôle des scrutateurs que les partis politiques vont désigner dans les divers bureaux de vote. C'est clair que le rôle de ces scrutateurs n'est pas de publier les résultats immédiatement après l'élection aussi. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont là justement pour scruter, pour contrôler les voix et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie et que la loi est respectée. Mais leur rôle, justement, s'ils doivent compter les voix et s'assurer que les procès-verbaux renvoient à une image fidèle de ce qu'ils ont vu, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le droit ni de filmer ces procès-verbaux parce que la tentation est grande. J'ai suivi l'actualité, une récente actualité qui disait que comment on limite la liberté d'expression, la liberté de communication lorsqu'on interdit les téléphones portables dans les bureaux de vote. Je suis d'accord, mais il faut qu'on... Elle est quand même à trancher, mais nous devons rester des scrutateurs responsables. Rester des citoyens responsables, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de divulguer les résultats. Il y a une procédure qui est définie clairement par la loi. Les résultats, les bulletins de vote partent des bureaux de vote, vont en respectant toutes les étapes jusqu'à la direction générale des élections. Et ensuite, la direction générale des élections sait ce qu'elle a à faire, elle fait son travail et transmet les résultats au Conseil constitutionnel qui est seul habilité à proclamer les résultats officiels de l'élection présidentielle. Et en cas de recours, évidemment, ils ont 72 heures pour formuler toutes les requêtes et tous les recours possibles. Donc, il faut, en toute sérénité, garder le calme et attendre que la loi s'applique. Pour terminer, donc, professeur, dans ces conditions où le Cameroun a besoin d'apaisement, que fait votre organisation More Women in Politics? Ben, notre organisation fait déjà ce que je fais. Là, ce n'est pas du droit des affaires que je suis venu faire ici. Je suis venu appeler à la conscience politique, la conscience citoyenne des candidats et de leurs produits qui sont les électeurs, n'est-ce pas? Le produit sur le marché électoral, c'est l'électeur, c'est vous et moi. On fait tout ce vacarme, toutes ces stratégies pour capter nos voix. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que nous faisons? Alors, dans le cadre du projet Appui à la massification de la participation politique des femmes aux élections de 2018, l'Union européenne a financé ce programme chez nous, à More Women in Politics, depuis 2016. Nous sommes donc sur le terrain. Je peux donc vous parler en connaissance de cause. Nous sommes sur le terrain. Nous avons formé des scrutateurs. Nous avons formé 420 observateurs qui ont tous reçu leurs accréditations du MINAT cet après-midi et qui vont être déployés sur tout le territoire. Je sais qu'il y a 25 000 bureaux de vote, mais c'est déjà ça. D'autres vont compléter cet effort. Mais pour l'instant, ayant été alertés en tant que structure d'observation de la vie sociale, du fonctionnement des institutions, nous avons justement observé qu'il y a cette escalade de la communication violente. Et quel serait donc votre dernier mot, aux électeurs communication non violente. La communication est relativement violente. Et nous organisons... Quel serait votre appel? Quel serait votre dernier mot? Parce que j'appelle les candidats à qui nous avons adressé des correspondances cet après-midi, à envoyer leurs représentants à Yaoundé, à prendre part à cette campagne de sensibilisation que nous organisons au Palais des Congrès de Yaoundé vendredi prochain, dans 2 jours, à partir de 9 h. Nous serons précis, de 9 h à 11 h, ça prend 2 heures, sur le thème électrices et électeurs citoyens modèles pour la paix et la stabilité politique avant, pendant et après le processus électoral. J'avoue que j'aime mon pays, terre de nos ancêtres, notre cher et beau pays. Je suis jalouse de notre patrie. Vraiment, ce que je vois dans certains pays après les élections, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais là où ça peut nous conduire et où ça peut aller. Il y a la crise, nous avons peut-être
réussi à maîtriser la crise dans l'extrême nord. Le nord-ouest et le sud constituent encore quelque chose à gérer, n'est-ce pas? Le nord-ouest et le sud, nous devons gérer ces situations. Franchement, notre prière, c'est que les candidats soient véritablement des citoyens modèles et que les électeurs que nous sommes sachions raison garder pour préserver la paix et la stabilité de notre pays. Que Dieu vous entende. Il va nous exaucer. Professeur Justine Difo, professeure de droit des affaires et présidente de More Women in Politics, merci d'être venue passer tous ces messages en direct au journal de 19h. C'est moi qui vous remercie infiniment. Et avant que vous ne partiez, on va rester quelques minutes encore pour suivre toujours une actualité en rapport avec les élections présidentielles de dimanche. En cette période de campagne, le président du Conseil national de la communication est allé rappeler aux hommes des médias du Sud l'impératif de responsabilité dans l'exercice de leur métier. Peter Esoka a réitéré à Ebolova les vertus de la déontologie et de l'éthique des métiers de la communication. Charles Abosoloba, CRTV Sud. Le Cameroun s'achemine vers un moment crucial de son histoire. Le 7 octobre, ce jour où les Camerounais sont appelés à élire leur président de la République. Un moment délicat qui appelle les journalistes, acteurs clés du processus démocratique, à plus de responsabilités. Beaucoup de médias aujourd'hui ont pris presque la responsabilité de dénigrer les autres, surtout la société et même certaines personnalités. Bon, il faut que ça cesse, et surtout pendant cette période très délicate. Cette rencontre a permis au président du Conseil national de la communication de rappeler les vertus de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Peter Esoka a davantage insisté sur la nécessité des radios communautaires à rester apolitiques et des journalistes à exercer leur liberté dans la responsabilité. J'ai pu réactualiser ce que je pouvais déjà connaître dans le cadre de la responsabilité du journaliste. Parce qu'en pareille circonstance, vraiment, il faut peser sur le poids de la responsabilité du journaliste, sans toutefois négliger la déontologie et l'éthique journalistique. Au-delà de cette séance de travail avec les hommes des médias, le président du Conseil national de la communication a eu un entretien avec le gouverneur de la région du Sud. The president of the Lions Club International has been received at Unity Palace. That was last evening. The audience was granted by the Minister, Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo, on behalf of the Head of State, President Paul Biya. The international president, Gudrun Yenvadoti, expressed satisfaction with the state of collaboration between Cameroon and her organization in giving assistance to the needy around the country. Details with Ashu Nyeti. The times are pregnant with politicking and events moving pretty fast. It is in this context that a large delegation of Lions Club International, presented as one of the biggest humanitarian outfits in the world, is received in the night of this Tuesday, October 2nd, 2018, by the Minister, Secretary General at the Presidency, Ferdinand Ngongo, on behalf of President Paul Biya. Led by its international president, Gudrun Vadoti, this delegation came to evaluate alongside Cameroonian authorities the extent of their work in this country. We can work with the local authorities, with the president and the ministries, so how we can help the people in need in this country. That's what Lions are doing all around the world, and we need very good cooperation in all cases with the governments. The international president of Lions Club International, who has been in office for only 4 months, promises to extend the domains of their intervention in Cameroon. Now we move on to the Prime Minister's office, where victims and relatives of those who were affected by the Ezekiel train disaster of October 21st, 2016, have received a special relief assistance from the Head of State, President Paul Biya. The relief package was handed down to them during a ceremony held at the Star Building and chaired by the Secretary General at the Prime Minister's office, Séraphin Magloire Fouda, on behalf of the Prime Minister. Details with Sisako Tamko. The special relief package handed down to victims or families affected by the Ezekiel train disaster can never compensate the loss of human lives nor replace the psychological trauma
it is just a gesture of solidarity and goodwill on the part of the head of state. Following the disaster on October 2016, a commission of inquiry was set up and an interministerial committee thereafter to disburse the President's special allocation worth 1 billion CFA. The present ceremony marks the first phase of an exercise which will privilege primarily those who lost loved ones and missing persons. According to the findings of the Technical Ad Hoc Committee, 80 persons died in the catastrophe. 60 checks were distributed for the dead and 4 for missing cases. Payment will be effected in all branches of Afriland Bank beginning today. After classification by professionals, cases of the wounded will be settled in weeks ahead. Minister Secretary General Seraphine Magboafuda reiterated the condolences of the head of state and government, as well as intention to spare Cameroonians from such tragedy again. Never again, as expressed by her husband, yet to come to grips with the disappearance of his wife, who boarded a first-class wagon. If it's someone I've seen in Ezeka on around, something which is not normal about a woman has been buried, or who is alive but she's not normal, he can contact me or any authorities. Maybe she's the only wife, the only woman who disappeared in this place. What is this? The Seka derailment, blamed on Camrai, described by many as the worst in the history of Cameroon Railway, occurred as a result of overloading, neglect of safety measures and faulty brakes. And on to politics. The Electoral Board of Cameroon's elections management body, ELECAM, says the country is set for next Sunday presidential election. During their last session, as of right before the election, the chair of the Electoral Board of ELECAM, Menor Abraham Segbe, said 95% of voters' cards have been distributed, but frowned at the fact that most candidates are yet to send the list of their representatives in the various polling stations, as the law requires. Details with Boki Edwin Kinzeka. The session as of right notes with satisfaction that security measures for peace to return to restive areas are bearing fruit. Elections Cameroon has taken the initiative of transferring them to their areas. We cannot let them vote without being transferred. Many have been transferred within this period where we wanted to go for elections. Those displaced, such as in the different parts of the regions that border to the northwest and the southwest, I want to talk of the west, the littoral, their new polling station now is where they are resident. Those who have unfortunately have not done it, we advise the different etat-majors of the parties to charter vehicles and transfer them back to the different polling stations. Most electoral material has been dispatched. The Electoral Board states that a majority of the estimated 6.6 million voters are set to perform their civic duties come October 7. All electoral materials are on the ground. The commission, the different commissions at the level of the local police station have been set up, and we are only waiting for the day. There are, however, some challenges. Many candidates are still to send the list of their representatives at polling stations. We have noted that some candidates are yet to submit their representatives in the different polling stations. I have instructed our collaborators in the field to remind them of the necessity for their participation in view to safeguard the principle of transparency. Besides, the resolution on the composition of the National Commission for Final Vote Counting has been approved and communicated to the Constitutional Council in accordance with Section 68 of the Electoral Code. The Electoral Board of Elections Cameroon is calling for appeasement, the respect of human rights and dignity and democratic norms as the country gets set to elect its leader. And some 6.6 million Cameroonians will go to the polls on Sunday, October 7. And this will be in across 25,000 polling stations across the country. And according to statistics published by Elections Cameroon, ELECAM, last Monday, over 19,000 Cameroonians living abroad will also take part in the vote. Tony Nanyongo read through the list of registered voters published by ELECAM. Her report. The revised electoral list from Elections Cameroon with detailed statistics show that about 6.6 million people registered in the 10 regions of Cameroon. The Central region has the highest number of voters, followed by the Far North region.
The lowest on the register are the South, with more than 264,000, and the East region, with about 320,000. The statistics from Melekam indicate that thousands of people registered in the Northwest and Southwest regions, where there are security challenges and social unrest. Significant number of women and youths also answered the calls to register on the electoral list. More than 3 million women and over 2.8 million youths are expected to go to the polls on October 7. Cameroonians living abroad will also vote on October 7. Figures from Melekam show that more than 19,000 of them registered on the electoral list. And the president of the National Communication Council, Peter Esoka, has challenged media men and women in the South region to respect the ethics of the profession while remaining apolitical. Mr. Esoka was speaking at the workshop in Boulevard today ahead of the October 7 presidential poll. As we hear this report by Clarence Azi. The National Communication Council's first port of call in the South region was at the governor's office. During the courtesy visit, Governor Felix Ngelengele and Mr. Peter Esoka had a brief talk on the media sector in the South region. This was followed by the workshop at the Regional Delegation of Communication with journalists and heads of community radio stations. Some of them have been so indisciplined in terms of their language, the speech that they use, and so we've been trying as much as possible during this past few days to bring order to the kind of language that is used in the media during the electoral process. Journalists were challenged to respect the ethics of the profession, while heads of community radio stations were cautioned to remain apolitical. First of all, community radio stations are apolitical, and so we're encouraging them not to get involved in political matters. They could make announcements about political meetings or whatever, but then political debates are forbidden. The pressmen are now fully equipped as they go about covering the presidential election. They have equally expressed the need for the National Communication Council to increase such workshops for their well-being. And over in the Far North region, commercial motorbike riders have joined the campaign train for the October 7 presidential election. Though they add a special color, touch and ambience to the various rallies, the overall objective is to make extra cash as they are highly solicited by the different campaign teams. Constantine Baum tells us more from Marwa. The campaigns do come with some benefits to many groups such as musicians, dance groups and commercial motorbike riders. Those whose services are mostly solicited are the commercial motorbike riders. Without them, there is very little ambience. Don't make a mistake and think that they are party members. The parties do come to us and some promise to pay us after the event. We put on their t-shirts. Some of the parties deceive us, but many motorbike riders come for the money, not to support. Don't be surprised to find the same motorbike riders in different rallies for different candidates. About the t-shirt, the parties who come for help will take their t-shirts and wear. For me in particular, I have 3 t-shirts of different parties. Some say they have been double-crossed by parties. We were deceived. We have gone round the town and we were promised 2,000 francs each from 8 to 3 p.m. At the end, we were told that they don't have money. Some have their political aspirations and they believe the candidates have to address them. Well, some of us here are to support our president. We need change and we support the candidate who will work well, and we want him to work well. We are not just out for money, but we want change that will affect us also. Even though many come for the money, they actually have a role to play as they bring in the ambience and boost the morals of the party they are paid to accompany. And as the presidential campaign starts up across the nation, barely 4 days to the election day, women in the Southwest region show very little interest in the various campaign messages and rallies. Our reporter Nana Walter Wilson got interested in how the women participate in this electoral campaign in the following report.
A woman is not amongst the 9 contenders for the presidential top job in Cameroon, but it doesn't mean they are not in the heart of the action. They are not dampened in spirit. More than a week into the presidential campaigns, the women are on the field, giving their all to their respective candidates and contributing to their campaign strategies. The women are a big force. I can say the majority. Despite all odds, I'm calling on the women to come out on October 7 and vote our natural candidate. On their part, the women of the NUDP party have decided to rally behind candidate Paul Biya. My reason of urging my militants to join the CPTM to vote for the candidature of Paul Biya is that we should give him the time to continue what he has been doing. Let him complete his task because he has done so much already. Though the women do not take the frontline positions at the ongoing presidential campaigns, however, they bring in that extra spice to reinforce the ambience. Well, interesting to find ladies chanting for the various candidates. We talk something else, and we talk social security and labor. Avec cette visite du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ce mardi à Ngaoundéré, Grégoire Ouona a tenu une rencontre avec les délégués du personnel nouvellement élus pour recadrer leur mission et écouter leurs doléances. C'était en présence du gouverneur de la région de la Damawa. La correspondance d'Alvin Baongazier à Ngaoundéré. Le bon délégué du personnel doit servir de repère pour ses collègues, être un partenaire du gouvernement dans la préservation de la sérénité en entreprise. Ce sont là les propos du ministre du Travail et de la Sécurité sociale en s'adressant aux délégués du personnel récemment élus dans la région de la Damawa. Un message bien reçu. Le ministre a défini clairement les rôles des délégués du personnel. Et nous avons été satisfaits. Nos responsables, j'espère qu'ils vont comprendre qui est le délégué du personnel et nos collègues. Les préoccupations des travailleurs ont été relevées au cours des échanges et les délégués du personnel, porte-parole de leurs collègues, en ont profité pour présenter les difficultés auxquelles ils font face en entreprise. Assurance leur a été donnée pour un accompagnement optimal. Ce qui est important, c'est que les délégués du personnel sachent résoudre les problèmes, qu'ils fassent leur travail avec engagement, qu'ils fassent leur travail avec les outils qui sont à leur disposition. Et dans ces outils, le dialogue social est important. L'appui de l'inspection du travail est important. Nous allons leur apporter tout le soutien. Ces dispositions sont valables tant pour les structures publiques, parapubliques que privées. Dans la région de l'Est, les habitants de Yokadouma ne cessent d'admirer leur hôtel de ville. L'édifice, construit à près de 550 millions de francs CFA, vient d'être inauguré. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, encourage les maires à investir leurs fonds dans la transformation des municipalités. Les précisions d'Eli Omerondo, CRTV Est. C'est dans une ambiance festive que le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, est arrivé à la place des fêtes de Yokadouma, accompagné du ministre d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, le docteur Armand Jodom, et du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo. Souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le maire Richard Gaston Sassabeno Metindi a brièvement présenté sa commune et l'hôtel de ville qui est au centre de cette visite. Un chef-d'œuvre bâti sur fonds propres à près de 550 millions de francs CFA. Il est construit sur une surface de 2571 mètres carrés et composé de 18 bureaux, 2 salles de conférence et 15 toilettes. Quand un maire veut se doter d'un équipement qui profite à sa communauté, il peut le faire. C'est le message que je voudrais envoyer à tous les autres maires pour que désormais ils sachent d'abord compter sur leurs propres efforts. Prenant la parole, le ministre Georges Elanga Obam, dans son discours d'inauguration, n'a pas manqué de dire toute sa gratitude à cet acte fort interpellateur de la mairie de Yokadouma. L'occasion faisant le larron, le ministre de la Décentralisation a invité la population à une participation à l'élection réussie le 7 octobre en accordant leur vote au président Paul Biya. La cérémonie s'est achevée par la coupure du ruban et la visite guidée de l'hôtel de ville.
The third episode of our running series on civic education and discipline in secondary and high schools across the country takes us tonight to Government High School Ngusso here in Yaoundé, where corporal punishment is not an option for correcting recalcitrant students or latecomers. Instead, the school authorities have resorted to reprimanding the students in ways that are more beneficial to society. Let's have a look at it with Yoti Kaleli Songe. Even confidence concedes defeat in a slim pair of trousers when faced with a blade. After surrendering, the pair of trousers still lives on, but loose to a certain length. Unstitching skinny trousers is one of the methods used in chastising students at Government High School Ngusso. They help us to make the school campus clean. They can gather some papers from here to there, and then generally between 10 and 15 minutes for them to have time to catch up with the normal class. Latecomers often feature among those punished to either take out the trash or clean the floor. When we have some difficult cases, sometimes we summon parents will come, we discuss with the parents to help us to do the job. These modern forms of reprimanding students doesn't override some old methods. Maybe the student came to meet the disciplinary committee maybe once, twice. Is it thrice? Is it the fourth time that the student is coming? That's where the decision is taken. Maybe suspended for 2-3 days for them to understand the severity of what they did. Avoiding corporal punishment, however, demands a lot of self-control on the part of teachers. Whenever I'm pushed to the wall by a student, I call the student and I talk to him as a parent. I tell the child that you should know that you have come here to learn and not to disturb, and that when you learn, you acquire knowledge, and knowledge that is going to help you in the future. The rod has been spared, but not necessarily spoiling the students whom the school authorities say have become more responsible. And now we talk health. Two newly constructed health centers in Yaoundé have officially been inaugurated today by Public Health Minister Andre Mamafuda. These are the health centers of Minkwa Mayos and Obili, two neighborhoods of the nation's capital. Cynthia Etim covered the inauguration ceremony and our reports. Henceforth, the inhabitants of Minkwa Mayos in Korbisong and those of the Obili neighborhood will no longer have to go far to get treatment for various ailments. This is thanks to these integrated health units and facilities put in place by the Ministry of Public Health under the auspices of the head of state. The Minkwa Mayos and Obili health districts, which register a good number of patients on a daily basis, offer several healthcare services to the population. General consultation, pediatry, medicine, maternity, surgery, pharmacy. We have 8 doctors now, 6 nurses, and you can come to this hospital at any time, at the day or night. The authorities of the both areas expressed gratitude as they say the health centers have come to resolve the urgent need of the people and those in the vicinity. While officially declaring open the health centers, the public health minister urged the officials to render their utmost services and pay close attention to the people's health. It's a new step concerning the health sector because you officially inaugurate 2 district medical centers. With the cooperation with Badea, actually we finished 8 district medical centers. He reminded the people of the significance of the event as it is complementary with the head of state's vision for improved health care for all Cameroonians. And out of Cameroon, the presidential campaigns in Côte d'Ivoire is almost the exclusive of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM. And Cameroon's ambassador to that country, His Excellency Afren Guinea, says Cameroonians out there in Côte d'Ivoire started voting only in 2011 after a presidential decree that explains why the other political parties are yet to gain ground in that brotherly country. Bernice Bati Tata is on special assignment in Côte d'Ivoire and now reports. Well, we probably have to come back to that story by Bernice Bati Tata, but in the meantime, Romier will take something else, the running story of the week.
Tout à fait. Poursuivons notre feuilleton de la semaine par ces séquences sur la discipline dans les lycées. Contrairement à la vieille école, la chicotte a disparu, vous le verrez, mais l'administration tient un cahier de sanctions exemplaires pour rappeler à l'ordre les élèves récalcitrants. Laurence Okalia est allée observer les surveillants du lycée de Ngousso. Son reportage. Balayer, balayer, balayer. Ambiance de retardataire, c'est le prix à payer. Les couloirs du lycée font leur toilette grâce à eux. Cette punition est la plus récurrente dans les établissements publics et la plus conforme pour dépoussiérer les esprits des indisciplinés. Ils balayent rapidement, ils ont 10 minutes et puis ils regagnent les salles de classe. Il y en a d'autres. Au lycée de Ngousso, pour que les uniformes de ces élèves soient à leur taille, l'administration prend les bonnes mesures. Quelle imagination! Mais tout n'est pas permis. On ne punit pas au hasard, on se réfère toujours au règlement intérieur. Et la bastonnade en milieu scolaire est proscrite. Les enseignants dans les salles de classe, eux aussi, ont leurs petites astuces pour appeler à l'ordre tout en éduquant. Ce que j'essaie souvent de démontrer à l'élève, c'est le gap qu'il a encore à combler pour être quelqu'un dans la vie. Et cela passe souvent par une petite question. Ça peut être une définition. En plus des retards, il y a les cas d'insolence envers les enseignants. Pas facile pour eux de subir ce mépris. Pour sévir, le châtiment n'est pas corporel, mais d'un autre genre. Il peut arriver qu'on perde le contrôle de soi. Mais très vite, on fait l'effort de se ressaisir. Il y a des conseils pour rappeler à l'autre, l'élève contrevenant. En cas de récidive, on fait appel à la surveillance générale et on les laisse gérer la suite. Toutes ces méthodes concourent à un même objectif, la bonne éducation de l'élève. Car quand on aime bien, on ne chatouille pas. La suite du feuilleton demain. C'est une histoire surréaliste qui va suivre, celle d'un homme vivant à Douala et qui est accusé de viol sur ses 4 filles. Il a été interpellé ce matin par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Récit des faits, Marie-Vonne Dongo, de Sierre TV Littoral. La vie ne sera désormais plus pareille. Pour ces 4 filles, âgées respectivement de 20 ans, 16 ans, 7 et 4 ans. Aucune d'elles n'aura été épargnée des pulsions sexuelles inexplicables de leur père. Aujourd'hui, cette histoire qui aura longtemps duré a été mise à nu. Le cas le plus choquant est celui de celle-ci, dont la séropositivité a été déclarée après des examens médicaux. Le père en question, un mototaximan de 58 ans, a été interpellé aux premières heures de la matinée par les éléments de la gendarmerie de Douala 4e. Le présumé viol. Ils sont eux-mêmes, bon, ils savent ce qu'ils sont en train de compter. Moi, je les laisse faire. Pour l'heure, une enquête a été ouverte. Nous avons organisé une descente musclée avec nos éléments et nous avions mis main sur le suspect qui est dans nos verrous en ce moment où l'enquête se poursuit. Une affaire qui suit son cours avec pour seul but que justice soit faite au sein de cette famille. Et c'est une affaire que la Sierre TV va suivre. Coup de balai dans la capitale, l'opération Yaoundé Ville Propre, lancée récemment par le préfet d'Umfundi, gagne les arrondissements. Ce matin, les populations de Yaoundé 4 ont nettoyé rues et caniveaux sous la conduite du préfet Georges Magloire Basilekin et du maire de Séan, Regina Mugunoma. Le reportage de Daniel Stéphanie Mengue. 15 jours déjà que la campagne Yaoundé Ville Propre s'est ouverte, la croisade contre l'insalubrité se poursuit dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Seul objectif, rendre nette l'une des communes les plus peuplées de la capitale politique. En première ligne de cette croisade, les dizaines de soldats de l'hygiène déterminés à passer au peigne fin les quartiers Vogatan-Mbala et Mvan. Et pour le maire de cette commune, c'est une petite victoire. Yaoundé 4, ville propre. C'est un projet du chef de l'État qui a subventionné 19 communes du Cameroun pour le souci constant du bien-être de ces populations. Après une journée bien remplie, la joie du travail bien fait est lisible sur tous les visages. Nous
revenons de cette descente avec un sentiment de très grande satisfaction. Les populations adhèrent à cette opération Yaoundé Ville Propre. Et en ce qui concerne de manière singulière l'arrondissement de Yaoundé 4, on peut se sentir et se dire heureux d'être à la tête de cette unité. Plus que 2 semaines et Yaoundé 4 sera paré de ses plus beaux atours. En diplomatie, le nouvel ambassadeur du Cameroun au Gabon est arrivé à Libreville. Edith Noël Ngaïtozam, épouse Ondoa Teba, a été accueillie par la communauté camerounaise lors d'une cérémonie courue. La diplomate assure ses compatriotes de sa disponibilité et de son écoute. Allons à Libreville retrouver notre envoyé spécial sur place, Mélanie Betebe. Ils étaient plus d'un millier, ces Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui ont pris d'assaut l'ambassade du Cameroun à Libreville pour témoigner de leur ferveur patriotique à leur nouvel ambassadeur. Entre danse patrimoniale, démonstration militante, ces compatriotes du Gabon n'ont pas fait dans la dentelle. Madame l'ambassadeur a profité de cet accueil chaleureux pour leur préciser les enjeux du moment. Le Cameroun s'apprête à vivre un moment très important de la vie nationale. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ne voulait pas vous laisser orphelin pendant ce moment important. Nous devons le vivre en frères. Parce qu'après ce moment, nous resterons des frères. C'est une compétition électorale. Il vous appartient, vous Camerounais du Gabon, de faire le bon choix. Mais aussi de tracer les lignes directrices de sa mission. Je suis à votre service. Son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République, m'a dit en venant ici, soyez au service des Camerounais. Avant cette ferveur populaire à l'ambassade, son Excellence Edith Félicité Ngaïtozam a été accueillie à l'aéroport Léon-Mba de Libreville par le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Cameroun, les ambassadeurs du Congo et d'Angola, ainsi que la secrétaire générale adjointe de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Chantal Foula. Edith Félicité Ngaïtozam, épouse Ondoa Teba, a été nommée ambassadeur du Cameroun auprès de la République gabonaise le 18 septembre dernier. Elle est ministre plénipotentiaire hors échelle, diplômée de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Elle est créditée d'une riche carrière diplomatique et associative qu'elle saura mettre au service de cette riche et dynamique communauté camerounaise du Gabon. Pour la paix au Cameroun, catholiques et protestants en génuflexion, une messe a été célébrée mercredi à Yaoundé à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi par le père recteur du sanctuaire, l'abbé Augustin Otuntolo. Les détails avec Christelle Fouda. De la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi cet après-midi. C'est la méditation et le recueillement. Les élections en général et présidentielles en particulier sont des moments sensibles d'une nation. Une parole ou un acte peuvent conduire à des troubles, voire une guerre. D'où la nécessité de soumettre le scrutin en vue à la mansuétude du Très-Haut. Nous voulons donc par cette Eucharistie rappeler aux uns aux autres que au terme d'une campagne, il faut sauvegarder ce vivre ensemble, cette communion, qu'on puisse toujours se regarder dans les yeux, que les mots, les paroles, les actes que les uns et les autres vont utiliser durant cette campagne pour prendre le dessus sur l'électorat, que ces mots ne deviennent pas des lances de guerre. En son homélie des circonstances, le berger s'est fait apôtre de la paix en prêchant pardon et réconciliation. La paix n'a pas de prix. Toute paix vient de Dieu. Nous voulons que nos frères et sœurs, Bamenda Boya, que nous soyons tous unis. Une seule personne. Notre pays est un pays de paix. C'est pour cela que nous sommes ici, pour venir prier Notre-Dame. C'est donc une litanie de paix qui a été entonnée ce jour au sanctuaire marial d'Etoudi pour un Cameroun uni et indivisible avant, pendant et après le scrutin du 7 octobre. The management of la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, SABC, has offered thousands of bottles of Tanguy mineral water to over 14 health facilities in the West region. The gesture falls in line with the company's social responsibility missions. Details with Kelvin Nembot from Bafoussam. The management of La Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, SABC, wants to position itself as the company of all Cameroonians, by Cameroonians, for a better Cameroon.
Their secret for longevity lies in its numerous social projects: education for all, equal opportunities, better standards of living, improved health care, amongst others. Proof: the distribution of over 5,000 pallets of mineral water, Tangi, a product of one of its filial, Cameroon Mineral Water Company, to patients in some 14 health units across the entire West region. The supply water for the management of our cases is the Tangi water that we use to prepare food for our young children in the neonatology. And when a day like this, we receive such a big stock of water, mineral water, I think we have to thank Brasserie du Cameroun and thank God for this big day. This gesture that falls in line with one of the activities to mark SABC's 70 years of performance and excellence is the fruit of a partnership between the Agro-Industrial Group and the National Order of Physicians of Cameroon to promote wellness via the consumption of the mineral water source label Tangi. This is the third region where they are carrying out a similar exercise after the far north and north regions. With that story by Kelvin Nembots in Bafoussam, we draw the curtains on today's edition of the Bilingual News. Thanks very much for watching, but don't go away as we catch the campaign news at 8:30. Le journal de la présidentielle, 20h30 avec Cathy Toulouelanga et Patricia Leba Metokson. À demain, 19h. Bonsoir.